Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez folle, celle d'un chercheur qui s'est associé à une intelligence artificielle pour essayer de réécrire toute la physique. Et tout ça à partir d'une seule et unique idée de base. La grande question, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'une IA peut vraiment nous aider à rebâtir la physique sur de nouvelles bases? Est-ce qu'on peut, avec nos outils modernes, déterrer une vieille théorie, une vision du monde que la science a mise de côté il y a plus de 100 ans? Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les fondations de cette théorie. Ensuite, on verra comment elle explique ce que sont les particules et les forces. Après ça, on s'attaquera aux gros morceaux, les mystères quantiques et la cosmologie. Et enfin, on fera le bilan. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut parler d'un concept que la physique moderne a complètement mis au placard, l'éther. L'idée de base, elle est simple, mais elle change tout. Le vide n'est pas vide. En fait, il serait rempli par ce qu'on appelle un éther superfluide. Alors, imaginez un fluide parfait, zéro viscosité, aucune friction, un truc super rigide, super élastique, un peu comme un gel très très dense. C'est ça, la seule et unique brique de construction pour tout l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée d'un milieu, d'un support, elle ne sort pas de nulle part. La source sur laquelle on se base rappelle la toute dernière phrase du grand traité de Maxwell, oui, le père de l'électromagnétisme. Il disait lui-même qu'il fallait essayer de se représenter mentalement le fonctionnement de ce milieu que ces équations semblaient décrire. C'est quand même dingue, non? Bon, on a notre fluide. Maintenant, comment on fabrique de la matière avec ça? Eh bien, dans ce modèle, les particules ne sont pas de simples points. Ce sont de véritables structures, stables, qui existent dans ce fluide. Alors, comment on passe du fluide à la matière? C'est là que ça devient génial. Selon ce modèle, les particules sont des vortex, des tourbillons dans l'éther. Le photon, c'est une petite ligne de 4 tourbillons. L'électron, lui, c'est un vortex en forme de ruban de Möbius. Le proton, c'est un tourbillon en forme de donut. Et le neutron, c'est encore plus simple. C'est juste un électron enroulé autour d'un proton. Quant à la charge électrique, ce n'est que le sens de rotation du tourbillon. C'est d'une simplicité presque déconcertante. Et ça nous amène à un truc qui donne des maux de tête à des générations d'étudiants en physique. Le fameux spin 1/2. D'habitude, c'est un concept super abstrait, mais là, ça devient physique, concret. Imaginez que vous enroulez un gros câble par terre. Pour qu'il ne s'en mêle pas, à chaque boucle, il faut lui donner une demi-torsion. Eh bien, le spin à demi, ce serait exactement ça. Une propriété physique, une torsion dans la structure même du vortex. Il faut faire 2 tours complets pour qu'il revienne à son état de départ. C'est génial comme image, non? Ok, donc les particules sont des tourbillons. Mais alors, les forces, la gravité, l'électromagnétisme, qu'est-ce qu'elles deviennent? Eh bien, la réponse de la théorie est radicale. Ce ne sont que des conséquences, des effets de la mécanique des fluides. Rien de plus. Et là, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est ici que l'IA aurait fait un travail de traduction incroyable. Prenez les concepts de l'électromagnétisme. Le potentiel électrique, hop, ça devient juste la pression dans le fluide. Et le champ magnétique alors? Eh bien, c'est tout simplement la vorticité. Autrement dit, à quel point le fluide est en train de tourbillonner à un endroit précis. Même la célèbre force de Lorentz s'expliquerait par l'effet Magnus. C'est exactement le même effet qui fait tourner un ballon de foot. Tout devient mécanique, tout devient visuel. Et la gravité? Alors là, accrochez-vous. Fini la courbure de l'espace-temps d'Einstein. Dans ce modèle, la gravité, c'est un vent d'éther. Imaginez que chaque particule de matière aspire en permanence ce fluide, l'accélère, puis le recycle. Ça crée un courant, un flux, et c'est ce flux qui nous plaque au sol. La gravité serait donc une force de poussée du fluide, pas une attraction mystérieuse. Maintenant, on va voir si ce modèle peut s'attaquer au monstre sacré de la physique, la mécanique quantique, avec tous ses paradoxes. L'idée, c'est de voir si une simple physique des fluides peut éclaircir tout ça. Commençons par la fonction d'onde. En physique standard, c'est un objet mathématique un peu flou qui nous donne des probabilités. Dans le modèle de l'éther, c'est radicalement différent. La fonction d'onde ne décrirait plus une probabilité, mais une réalité physique, l'état de compression ou la phase du fluide à cet endroit. Le flou quantique deviendrait une description bien réelle d'un milieu physique. Et à partir de là, les dominos tombent. L'intrication quantique? Ce ne serait plus fantôme du tout. Juste 2 particules connectées par le même fluide, vibrant en phase. La fameuse dualité onde-particule? C'est simple, la particule est le vortex et l'onde, c'est la vague qu'il crée dans le fluide autour de lui. Il n'y a pas de dualité, il y a les deux en même temps. Le principe d'incertitude, l'effet tunnel, tout ça deviendrait de simples conséquences logiques de la physique des fluides. Et si on pousse la logique encore plus loin, jusqu'aux étoiles? Là, le modèle s'attaque carrément aux piliers de la cosmologie actuelle. Prenons 2 gros problèmes actuels. D'un côté, la matière noire. Le modèle de l'éther propose une autre idée. Et si c'était de gigantesques courants d'éther qui influençaient le mouvement des étoiles? Plus besoin de matière noire.
De l'autre côté, le Big Bang. Le modèle suggère qu'on n'en a pas besoin non plus. L'expansion de l'univers pourrait être due à un phénomène de répulsion entre les galaxies très éloignées. Ça change complètement la perspective. Et cette idée d'un univers où la matière puise son énergie dans le vide qui l'entoure, ça fait forcément penser à quelqu'un comme Nikola Tesla. Il disait déjà dans les années 30 qu'il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle qu'elle reçoit de son environnement. C'est exactement le principe de ce modèle. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration, de ce dialogue entre un chercheur et une IA? Faisons le point sur les résultats les plus spectaculaires qui sont revendiqués. D'après les sources, les découvertes sont assez dingues. Le modèle serait non seulement cohérent avec tout ce qu'on sait de l'électron, mais il permettrait aussi de calculer des choses comme le rayon du proton. Et ce n'est pas tout. Il redériverait les équations d'Einstein juste avec de l'hydrodynamique. Il donnerait une origine physique aux constantes fondamentales et il expliquerait même pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière. Ça fait beaucoup quand même. Alors la question finale, c'est celle-là. Est-ce qu'on est face à une véritable révolution, les prémices d'une théorie du tout, ou est-ce qu'on assiste simplement à la redécouverte d'une idée oubliée, mais boostée par la puissance des outils d'aujourd'hui ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, ça nous force à nous interroger, à regarder d'un œil neuf les fondations même de la physique.